Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire qu'on organise conjointement avec l'ADA Pays de Loire, l'ADA Bretagne et l'ADA Centre Val de Loire, l'ADA PIC. Aujourd'hui, donc, on vous propose un webinaire sur les coûts de production en apiculture. C'est un sujet qui a été traité au sein du réseau des ADA et en particulier à l'ADA ENA, Nouvelle-Aquitaine. Et donc, Lucille Joannet va nous présenter le travail qui a été mené et l'outil qu'ils ont pu élaborer. Et puis, j'avais noté également quelques petites informations pratiques. Donc, on vous propose d'utiliser aujourd'hui l'outil Zoom webinaire, que vous connaissez peut-être un petit peu moins pour certains. Donc, il y a des petites particularités. Vous pouvez voir en bas de votre écran, on a un onglet supplémentaire qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses, qui vous servira à poser vos questions. Comme vous avez pu le remarquer, vous n'avez pas en fait la parole. On passe par un système de questions-réponses, enfin questions en tout cas écrites, que je gérerai au fil de l'eau pendant la présentation de Lucille et qui nous servira ensuite pour le temps d'échange à la fin de l'intervention. Vous avez l'onglet discussion que vous connaissez sûrement pour ceux qui utilisent Zoom pour les réunions, où là on vous fera passer sûrement quelques liens en cours de présentation. Et puis pour vous dire aussi, j'avais noté, vous pouvez noter les prochaines dates des webinaires. Les prochains webinaires, on en a un demain sur les intrants en apiculture de 12h30 à 13h30 et un autre mercredi sur le réemploi des pots en apiculture avec des horaires un peu différents de 14h à 16h. Et sur ce webinaire-là du 10 novembre, attention, il est strictement réservé aux adhérents des ADA à jour, pour les adhérents à jour de leur cotisation. Voilà, écoutez, je vous propose de passer la parole à Lucille qui va se présenter et puis ensuite faire sa présentation sur l'outil coût de production. Merci Lucille de t'être rendue disponible pour cette intervention. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, donc moi, Lucille Joannet, donc je suis à l'ADA Nouvelle-Aquitaine depuis maintenant 2 ans, sur des missions assez, on va dire, moutons à 5 pattes, quoi. Donc, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement collectif, mais aussi technico-économique, sur le Varois. Enfin bref, voilà, je suis un peu sur tous les volets de l'association. Et donc, notamment, l'outil coût de production, où j'ai été formée à la création et à la gestion des coûts de production chez les apiculteurs. Donc merci déjà de proposer ça et de nous convier, c'est avec grand plaisir. Alors c'est la première fois que je fais un webinaire, enfin en version webinaire, donc en fait on ne se voit que toutes les deux avec Elisabeth, donc on est très seuls, donc faut pas hésiter à communiquer via les réseaux de discussion comme Anne nous l'a présenté et poser vos questions, voilà, pour qu'il y ait un peu de vie et que ça échange. Alors, commençons. Donc, voilà. Alors, ce que je vous propose en sommaire, c'est donc une présentation du coût de production, déjà, pourquoi le calculer, quel est son intérêt, mais aussi qu'est-ce que c'est, la lecture de son propre coût de production, et ensuite la présentation de l'outil ProApi. Alors, le coût de production, donc pourquoi le calculer? Donc déjà, dans un premier temps, c'est un outil pour vous, en tant qu'apiculteur. Ça sert à se situer, à connaître son outil de production et donc son coût. Donc, on se situe par rapport aux autres, mais on se situe aussi par rapport au marché. Donc, on identifie en fait différents éléments, dont des marges de progrès, que ça soit au niveau de sa rémunération ou au niveau de ses investissements. Mais aussi, dans le contexte professionnel, plus large en filière, c'est bien sûr un point sur le marché, analyse de la demande au niveau du marché. On peut situer au niveau des coûts de production, du coup, plus on en a, plus on peut avoir de références. C'est l'objectif. Nous, le coût de production, on l'utilise aussi dans le réseau exploitation de références, désormais, pour établir de nouveaux éléments, parce qu'on va voir qu'un outil de coût de production, c'est une photo de l'exploitation à un moment donné, mais plus on a de photos sur différentes années, plus on peut l'utiliser aussi en termes de prévisionnel, si on souhaite créer un nouvel atelier, si on souhaite modifier son système, faire de nouveaux investissements, comme c'était proposé tout à l'heure.
Donc voilà. Et donc, au niveau de la filière, ça permet d'avoir des éléments pour les jeunes installés, savoir si donc il y a de la place pour de nouveaux producteurs et définir un peu les conditions à l'installation, à partir de combien je peux vivre de mon installation. Et ensuite, bien sûr, c'est un outil pour nous, techniciens des ADA, pour de l'accompagnement aussi bien individuel que collectif, et ça nous fait des références supplémentaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de répondre à un petit questionnaire alors, il y a 2 questions très simples. Je vais vous mettre les questions dans la discussion. Hop. Alors. Et on va voir ensemble, vous me dites si vous voyez bien, si vous avez bien reçu le lien dans le fil de discussion. J'ai en tout cas Émilie Couton, notre présidente, qui confirme que le lien est bien disponible. Ok, parfait. Ah oui, c'était pas ça, forcément. Et alors, ah oui, forcément. Alors, attends, Lucille, on a des personnes qui nous disent que le lien n'est pas disponible. Tiffany nous dit que la discussion est désactivée pour le moment pour moi et je ne vois pas le lien. Alors, je vais voir Tiffany. Alors, j'essaye de trouver pourquoi certains le reçoivent et pas d'autres. Est-ce que tu peux peut-être nous le renvoyer une deuxième fois, Lucille? Oui, bien sûr. Alors. J'essaie de voir si je peux pas vous le mettre dans les questions et réponses. Alors, je ne peux pas, en fait, la discussion est désactivée, j'ai aucun moyen de vous la réactiver et certains la reçoivent et pas d'autres. Et je regarde les paramètres, je ne vois pas ce qui. Alors, si. Ah, alors attends, c'est peut-être que je vais essayer de l'envoyer moi. Alors, si vous voulez, je l'ai mis aussi dans les questions et réponses, dans répondu. Si vous pouvez l'avoir. Enfin, ça doit être dans réponse, je pense, pour les participants. À la question de Tiffen, je l'ai ajoutée à la fin. Est-ce que ça peut faciliter Alors, il y a à la fois, on vous l'a remis dans questions-réponses et moi, je viens de vous le refaire passer à partir de mon compte Zoom dans la discussion. En attendant, on a eu... Oui, ça fonctionne. C'est bon pour moi. A priori, ça y est, c'est débloqué. Super. Bon, alors je vous laisse 2-3 minutes pour... Ouais. Émilie, tu me dis que tu ne vois pas les questions-réponses des autres. Donc, ça veut dire quand tu te mets sur ça, pourquoi ça fait ça?
Ouais, de mon côté, je commence à voir les réponses arriver, donc c'est que, en effet, ça va fonctionner. Alors, il reste... Normalement, je vous ai modifié les paramétrages. Vous devriez voir toutes les questions qu'on ait apporté ou non une réponse. Émilie, par exemple, je veux bien que tu me confirmes que ça fonctionne. Est-ce que, Lucille, tu vois arriver des réponses? Oui, ouais, là, j'en ai 12 pour le moment. Donc, on va pouvoir... Attends encore 1 minute et on va pouvoir traiter un peu... Allez. Je pense que ça ne bouge plus. On peut partir de ce principe-là. Tac. Vous me dites si vous voyez bien apparaître les réponses qu'on a reçues. Donc, alors, la première question, c'était de savoir quels étaient les composants du coût de production. Donc, dans un coût de production, il faut réfléchir en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va avoir les charges qui vont faire partie du coût de production, mais on va aussi avoir tout ce qui va être produit, et ensuite, on a des éléments en plus comme les investissements, donc avec les amortissements qui vont entrer en jeu. Donc, en effet, les charges de nourrissement, elles interviennent dans le coût de production. Les amortissements aussi. Alors, dans le coût de production qui a été établi, en fait, ce sont des amortissements qui sont linéaires. En fait, ils sont préprogrammés en fonction des différents éléments d'investissement possibles. Typiquement, si c'est un véhicule, ça doit être sur 10 ans. Si je dis pas de bêtises, du matériel de ruche, ça doit être sur 8 ans. Voilà, donc c'est des investissements linéaires pour que ça soit plus simple. Et souvent, en fait, on retrouve à peu près le même résultat. C'est comptablement où ça va changer. Les subventions d'investissement, alors, donc on va partir du principe que la majorité ont répondu que non, et en effet, ça ne fait pas partie du coût de production. Il y a d'autres aides, d'autres subventions. En fait, les seules subventions simplement qui ne sont pas établies dans le coût de production, ce sont celles à l'investissement. Donc on va avoir dans le coût de production les aides France Agrimaire qui vont intervenir. On va avoir les MAEC, les calamités aussi rentrent dans le coût de production. Les frais de commercialisation, oui, ça rentre dedans. Les charges MSA, bien sûr, le carburant aussi. La rémunération du capital, si, il est pris en compte dans le coût de production, et les stocks aussi. C'est justement cet élément en fait qui permet d'établir un coût de production. On prend en compte les stocks. Et donc, la deuxième question, c'était donc quelle est l'unité d'expression du coût de production en apiculture? Alors, on avait le choix entre un coût de production sur le nombre de colonies, sur l'unité de main-d'œuvre et par kilo de miel vendu. Alors, en effet, c'est la réponse la plus représentative et c'est la bonne réponse. Il a été choisi d'établir par le kilo de miel vendu
peu importe le système d'exploitation, parce qu'on part du principe qu'on fasse de l'élevage, de la gelée royale ou uniquement de la production de miel, il y a toujours une production de miel qui est faite sur l'exploitation. Et donc, on est parti de ce principe-là. C'est pour ça qu'il est rapporté au kilo de miel vendu. Mais après, pour des ateliers qui prennent beaucoup de place, typiquement un système où il y a un atelier d'élevage très, très présent qui représente 50% du coût de production, on peut faire au prorata, voilà, pour avoir une autre unité au besoin. Mais l'objectif, on vend du miel, donc on rapporte au kilo de miel. Alors, hop, je reviens à mon diaporama. Et donc là, c'est ce qui a été répondu. Donc, plus largement, en fait, c'est les charges opérationnelles et les charges de structure qui vont être pris dans le coût de production, donc ces amortissements. Et donc, on va avoir toutes les ventes, les stocks et les subventions hors investissement. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on produit toujours du miel, donc on part au kilo de miel vendu. Alors, donc, le coût de production, voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, il faut avoir, donc, là, c'est 2 histogrammes en tête. Donc, on va avoir le produit total, donc, qui concerne la totalité des produits d'apiculture et les autres produits. Et on va avoir, du coup, un coût de production en regard. Et donc, dans ce coût de production, nous avons donc nos amortissements, nos charges courantes et opérationnelles, la rémunération du capital. Et donc là, on atteint un certain point. Et après, il y a la partie en rose qui est en plus. Et en fait, ça, c'est une marge de sécurité. Et c'est la rémunération permise, en fait. Cette marge, on va pouvoir l'utiliser, et à partir du moment où on est égal au produit, c'est notre rémunération permise. Et c'est là-dessus, en fait, où c'est intéressant de travailler son coût de production, c'est réussir à voir jusqu'où je peux aller pour me permettre de me rémunérer, et comment je réfléchis mon système pour jouer un peu avec ces différentes catégories. Donc, ça peut être sur les investissements ou les différentes charges, ou à contrario, je diversifie ma production pour avoir plus de produits et me permettre une meilleure rémunération aussi. Et donc, alors la lecture, donc on va voir là, après coup, l'outil de coût de production, il est pas si simple que ça à aborder, parce qu'en fait, une fois qu'on rentre un peu ces charges, tout ça, on va voir ensemble comment c'est construit. À la fin, on obtient 4 histogrammes. Et donc, dans un premier temps, en fait, le coût de production, il est automatiquement produit par rapport à la rémunération de 1,5 SMIC. Donc ça, c'est le premier histogramme. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc c'est celui-ci. On va avoir les charges de rémunération, donc avec la rémunération réelle, pardon. Donc ça, c'est vraiment ce qui est fait par rapport à la comptabilité. Et ensuite, on va avoir la rémunération permise, donc qui est égale au montant total des produits. Voilà. Et ensuite, dans le coût de production, dans l'outil, il est possible de rentrer sa rémunération souhaitée pour établir l'histogramme en fait entre les deux. Souvent, il va être entre la rémunération réelle et la rémunération permise, parce qu'il faut quand même malgré tout garder une marge de sécurité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans un premier temps? Alors, il y a quelqu'un qui demande si la rémunération est égale au prélèvement personnel de l'exploitant. Oui, c'est ça. Dans le compte, c'est le compte exploitant en fait. C'est dans la compta, c'est le numéro 1. Et donc, on y associe ça plus... alors, zoomer. Parce que... Ouais, hop. Si je zoome comme ça... Est-ce que c'est mieux? Et donc, voilà. Donc, en fait, on calcule cette rémunération, on associe le compte exploitant plus la MSA pour avoir cette rémunération.
Il y a d'autres questions? Alors oui, on te demande, est-ce qu'on peut repréciser ce qu'est la rémunération du capital? Et donc, la rémunération du capital, oui, c'est... Alors, attendez, parce que faut que je sois au paquet. J'ai plus tous les trucs. Mais donc, on va avoir la rémunération donc forfaitaire, c'est donc celle qui est calculée à 1,5 SMIC. Et donc, la permise, c'est ça, c'est les produits moins les charges. Et celle du capital, c'est le compte de résultat que je ne me souviens plus du numéro. Alors, attendez, je vais juste reprendre, parce qu'il y a encore des trucs où je suis un peu... Oula. Moi, j'avais en tête que, mais tu me corriges si ce n'est pas ça, Lucille, que vous preniez en compte le fait que si l'argent qui a été investi dans l'exploitation avait été placé ailleurs, elle aurait rapporté cette somme, et donc vous l'intégrez dans le coût de production. Ça, c'était le grand principe. Et après, je pense il me semble qu'il y a un calcul forfaitaire, mais je me trompe peut-être. Oui, c'est ça. Il y a un calcul forfaitaire, et en fait, et cette rémunération du capital, en fait, elle intervient assez peu dans les résultats qu'on va avoir à la fin. Alors, attendez, je Alors, je regarde te laisse en même temps. chercher. Ce qu'on peut peut-être préciser, Ouais. c'est que dans la méthode que vous avez développée, vous vous êtes aussi inspiré de ce qui se faisait dans les autres filières, et notamment dans la filière élevage, parce que voilà, il y a d'autres filières élevage qui avaient plus d'avance sur ces réflexions coûts de production. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir aussi éventuellement se comparer entre différentes filières d'élevage et entre apiculture et ces filières. Et il me semble que cette rémunération du capital vient des autres filières d'élevage et que ça n'a rien à voir avec la rémunération de l'argent que l'apiculteur peut avoir éventuellement placé à la banque, en fait. C'est autre chose. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est une part qui intervient très peu en fait, dans les coûts de production en apiculture. Parce qu'il me semble qu'en fait, comme l'investissement de départ dans une exploitation apicole n'est pas énorme comparé à ce qu'un agriculteur ou un éleveur va devoir investir dans des bâtiments, etc., nous, ça impacte assez peu le calcul de coût de prod, mais pour autant, on le prend en compte. Ouais. Après, ouais, voilà, si, on peut se dire aussi que si tu as besoin de temps pour rechercher l'information, on peut le remettre à la fin dans les dernières questions. Ouais, on va Un pouvoir retour vérifier. Ouais, carrément, je propose qu'on le voit à la fin, mais de toute façon, je pense qu'on va aussi avoir la réponse, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait des coups de prod, mais on va avoir aussi donc, la réponse qui va se révéler avec l'outil. Et oui, en fait, plus on a de foncier, plus on a de rémunération de capital, et en apiculture, bah, c'est assez réduit, quoi. Alors, donc justement, on va aller voir ce truc. Alors, hop. Alors, excuse-moi, Lucille, encore une question, toujours sur cette question de rémunération du capital. Nicolas demande si c'est, par exemple, aussi les parts sociales qu'on a dans une coopérative. Alors ça, j'avoue que là-dessus, je vais sécher. Je ne veux pas dire de bêtises, mais par contre, je peux poser toutes les... Ce que je vais faire, c'est que je vais noter toutes les questions, et après coup, je les enverrai à Elisabeth, et tu pourras les diffuser à tous les participants. Mais t'embête même pas à les noter. Moi, je vais les prendre en note au fur et à mesure quand on ne peut pas y répondre. C'est fait pour celle-là. Il y avait une autre question. Quand la rémunération et la comptabilité globale comprend d'autres ateliers ou activités que l'apiculture, peut-on quand même se servir de l'outil ProApi? Oui, bien sûr, on peut s'en servir. Et donc, en fait, c'est ça, le mieux, c'est de faire un focus sur l'atelier apicole pour avoir vraiment un coût de production par rapport à l'atelier apicole. Et après, si c'est une volonté de faire sur la totalité de l'exploitation, là, il faut faire au prorata de la totalité des charges et investissements de l'exploitation sur ce que représente l'atelier apicole. Mais pour le moment, nous, on l'utilise avec 100% apicole. Dans nos utilisations, j'ai pas connaissance qu'on a déjà fait d'accompagnement sur une structure avec différents ateliers autres que l'apiculture.
Et est-ce que peut-être tu peux nous préciser quand on a plusieurs activités apicoles sur l'exploitation, ou peut-être que tu vas nous en parler après, je pense à ceux qui font miel, gelée royale, pollinisation, enfin tout ça est pris en compte dans le calcul unique du coût de production, hein, c'est ça? Oui, 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 tout est rentré en fait. À partir du moment où tous les produits sont rentrés, on va avoir, on va avoir le résultat final. Tac. Alors, il y a Cyril qui revient sur la rémunération du capital et qui nous dit, pour lui, c'est lié aux formes sociétaires et aux revenus des actions. Alors, moi, j'ai suivi la formation ProApi et vraiment, je pense que la rémunération du capital dans l'outil de coût de production, c'est vraiment déconnecté de la forme sociétaire. C'est simplement se dire que voilà, le capital que vous avez investi dans votre activité, c'est de l'argent qui ne travaille pas par ailleurs. Donc, en fait, on l'intègre dans le coût de production, mais pour autant, ça impacte très peu en apiculture parce que vous n'avez pas investi de foncier, vous avez peu de bâtiments, enfin voilà. Alors que pour d'autres élevages, ça compte vraiment. J'espère que c'est suffisamment clair. Alors, donc on va commencer à voir, donc là c'est la présentation d'un coût de production de 2021 qui a été établi pour le réseau exploitation de référence. Et donc, alors voilà comment se présente l'outil ProApi. Alors il y a des petites choses que typiquement que nous on peut avoir parce qu'on est technicien. L'objectif en fait de cet outil, c'est qu'il soit utilisé aussi bien par les techniciens que par les apiculteurs individuellement aussi, que vous le preniez en main et que vous puissiez établir vos coûts de production perso. Pour établir un coût de production, il faut le grand livre et la liste des investissements. Vous pouvez utiliser votre compte de résultats, mais souvent le grand livre, en fait, il y a déjà tous les éléments dedans. Donc c'est vraiment ces deux éléments qui sont nécessaires pour construire votre coût de production. Et donc, dans un premier temps, sur l'outil, il est proposé de rentrer tous vos investissements. Donc, vous sélectionnez votre catégorie en fonction de si c'est un bâtiment, du matériel informatique, etc. Vous notez donc, vous pouvez préciser un peu plus quel est l'outil, donner l'intitulé et mettre l'année d'acquisition et le montant d'achat. Et une fois que vous l'ajoutez, en fait, en fonction de la catégorie que vous allez sélectionner, il va avoir un amortissement préétabli, c'est ce que je vous disais, linéaire, en fonction des catégories. Donc là, pour du matériel roulant, c'est sur 8 ans. Ensuite, matériel de miellerie aussi, on va avoir du matériel informatique sur 3 ans par exemple. Voilà, et donc là, vous rentrez toute votre liste du matériel et quand vous voulez supprimer, alors au niveau de l'outil, il est encore en cours d'élaboration, il n'est pas totalement finalisé, il y a un gros travail qui a déjà été fait, mais il y a des petits couacs, notamment sur la suppression du matériel. Normalement, peut-être que depuis le temps, ça a été changé, mais sur certains points, en fait, quand on souhaite supprimer, ça sélectionne avant tout la catégorie et donc du coup ça supprime tout le matériel rentré dans telle catégorie. Là je crois que ça a été modifié parce que je vois on a aussi carrément chaque rentrée qui sont détaillées. Alors à voir si c'est toujours le cas aussi pour les produits et les charges. Donc une fois que... Oui. Lucie, excuse-moi, peut-être qu'on peut préciser, c'est que l'outil informatique que tu nous présentes, le contenu, vous l'avez créé à la DAENA et en fait, c'est l'Institut technique qui apporte le Oui, bien soutien sûr. au sous l'angle informatique. Et Ouais. il y a eu une première étape en fait, où on a travaillé sur l'outil avec un fichier Excel très fourni. Et ça fait pas très longtemps que l'Institut a créé la plateforme en fait, ProApi pour intégrer le très gros fichier Excel et lui donner un aspect plus sympa d'utilisation. Et voilà, il y a encore quelques petits retouches, mais ça, je pense que ça fait partie de la vie de ce genre d'outil. Et puis, j'ai une question d'Élise qui demande si on peut changer l'amortissement, le passer en non linéaire. Et ça, il me semble que c'est non. Hein, Non, ça a été vraiment établi. Ça a été un choix au début, ça a été réfléchi, il a été établi de choisir l'amortissement linéaire.
Alors, peut-être qu'au cours de la présentation, il y aura quelques points comme ça, vous allez trouver que c'est peut-être un petit peu rigide. En fait, il y a eu un moment où il a fallu simplifier un petit peu pour que l'outil ne soit pas énorme. Et puis, par ailleurs, il fallait aussi standardiser un petit peu la façon de rentrer les données pour qu'ensuite on puisse faire des comparaisons entre exploitations, entre régions, avec une méthodologie unique dans la saisie. Voilà, pour qu'ils puissent se décliner assez facilement et être utilisables entre les différents systèmes. En effet, ça a été standardisé. Il y a plusieurs éléments, peut-être, qui vont revenir là-dessus. Mais on vous rassure, à la fin, c'est super intéressant le résultat. On va vous Oui. montrer, on y arrive. Donc, ensuite, tac, tac, tac. Alors, on a aussi la répartition du temps. Alors, pour le moment, la plupart du temps, c'était miel ou produits d'élevage, voilà. Et l'objectif, c'est de réussir à détailler par exploitant, par salarié, stagiaire et la main-d'œuvre bénévole. C'est super important dans le coût de production de réussir à établir cette main-d'œuvre bénévole de combien elle est, donc qu'elle soit familiale ou autre. Et en fait, souvent, elle est un peu laissée de côté en disant, bon, bah voilà, elle est là, c'est mon papa, c'est la famille qui aide, mais malheureusement, les gens sont pas éternels et c'est bien de réussir à savoir à combien en fait leur temps est dédié à l'exploitation et de réussir à le quantifier. Il faut toujours l'avoir en tête. Ensuite, donc on rentre les charges opérationnelles et de structure. Donc là, on va avoir les grandes catégories, donc l'élevage, la commercialisation. J'essaye de passer assez doucement pour que vous puissiez, vous ayez le temps. Peut-être que... Attendez, je vais zoomer un peu, vu que c'était un peu compliqué tout à l'heure. Tac. Voilà. Donc on va avoir les produits de nourrissement, les produits vétérinaires, les honoraires, éventuellement s'il y en a. Il y en a assez rarement des honoraires vétérinaires, mais ça peut arriver. La cire, les bois et éléments pour ruches. Et on va avoir les ruches, donc c'est souvent ces deux-là se regroupent un peu. Si un investissement il est supérieur à 500 €, on ne le met pas dans les charges, on l'intègre directement dans les investissements. La fourniture, équipement petit élevage. Idem pour les essaims, si l'investissement est supérieur à 500 €, on le met dans les investissements. Et les rennes. N'hésitez pas à poser des questions en même temps, si jamais. Ensuite intervient donc la commercialisation. Donc là, on va voir tout ce qui est emballage, étiquette, frais d'expédition, publicité et aussi les certifications, les analyses, certifications et contrôles. Il y a sans doute des éléments qui sont pas encore là, mais petit à petit on les ajoute en fait, c'est en fonction des systèmes parce que en fait on le fait en rentrant donc nous code production pour les fermes que l'on peut suivre et en fonction des systèmes il y a des nouvelles choses auxquelles on n'a pas forcément pensé donc de toute façon cet outil il est amené à évoluer et à s'adapter qui soit le plus homogène et pouvoir avoir un peu tous les systèmes dedans. Donc on va avoir la transformation. Les travaux par tiers, donc là c'est souvent le gaufrage, prestation de service éventuellement s'il y a des activités de formation notamment, ou de l'accueil à la ferme. Arrive le matériel, donc avec le carburant, souvent c'est la plus grosse charge qu'on va avoir. Les bâtiments, qu'avec les locations et les entretiens. Et arrivent ensuite tous les frais de gestion, les charges eau et l'électricité, etc. Et donc, à partir de là, ce que... Alors Lucille, j'ai deux petites Oui. questions, mais plus générales. Premièrement, est-ce que l'outil est disponible directement sur le site de l'ITSAP? Alors pour le moment oui, mais seulement pour les techniciens, donc il faut un code d'accès, voilà. Et donc
à l'heure actuelle, les apiculteurs ne peuvent pas l'utiliser à titre individuel. Il faut qu'ils soient accompagnés par un technicien. Voilà, et puis alors pour l'ADAPIC, et donc ça c'est que pour notre région, moi je me suis formée à cet outil et on va pouvoir progressivement vous le proposer à l'occasion des visites adhérents. Donc ça sera une des propositions parmi d'autres, et ça me permet de rebondir sur la question de Pascal qui demande si cet outil a été mis en relation avec celui de l'ADAORA pour faire des simulations et est-ce qu'on a des comparaisons de résultats. Alors Pascal, est-ce que tu parles de l'outil de l'ADAORA? Est-ce que c'est le prévisionnel à l'installation qui a été développé par l'ADAORA et qui est utilisé dans le réseau des ADA? Parce que si c'est ça, en fait, schématiquement, c'est un peu la même équipe qui a travaillé sur le prévisionnel à l'installation et sur le coût de production, en tout cas au niveau de l'ITSAP. Et donc, les deux outils n'ont pas tout à fait le même objectif, mais sont construits de manière cohérente, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On retrouve un peu les mêmes libellés et en effet, ce ne sont pas les mêmes objectifs, sachant que pour un coût de production, c'est déjà quelque chose qui est établi, alors que l'installation, c'est en construction, c'est vraiment du prévisionnel. Et le coût de production, c'est une photographie de l'exploitation, de ce qu'elle donne à un moment donné. Donc voilà, il faut avoir ça quand même en tête. Mais sinon, oui, tout est en lien. Et peut-être qu'on peut, enfin, je ne sais pas si tu en parles après, Lucille, mais l'outil coût de production, en effet, il se base sur les données comptables de l'année précédente et donne une photographie. Pour autant, il peut aussi servir après à faire des simulations. Tu nous l'as montré un petit peu avec les histogrammes tout à l'heure, d'hypothèses de rémunération ou même d'autres hypothèses en faisant varier en fait une donnée, en remplaçant la donnée réelle par une donnée prévisionnelle d'investissement, par exemple, une modification d'un poste de charge. Ça peut aussi servir à ça. Ou si on souhaite mieux se rémunérer aussi, quoi. C'est l'objectif. Donc ensuite, dans les produits, donc on a en premier temps les subventions. On va avoir, donc ça c'est le récap du nombre de colonies. On va avoir, donc là, en l'occurrence, dans ce système-là, il n'y a pas de pollinisation, mais on l'aurait rentré ici. Ensuite intervient les produits d'élevage. Ensuite, alors, mon écran a tendance à noircir, désolé. Peut-être que tu peux zoomer un tout petit peu, Lucille, pour qu'on puisse mieux voir les c'est vrai, rubriques. j'avais dézoomé tout. Voilà. Donc là, on a la gelée royale qui intervient. Alors, souvent, c'est le GPGR qui gère jusque-là les coûts de production en gelée royale. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais fait un accompagnement pour un système en gelée, mais voilà, tout est fait pour pouvoir aussi accompagner à la gelée royale. Alors, j'ai une question d'Émilie qui demande si, pour faire ce coût de production, on fait une moyenne des données comptables sur plusieurs années ou bien si on prend juste une année en particulier. On prend la dernière année de comptabilité que l'on a. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de le faire plusieurs années de suite. C'est ça, parce que pour avoir dis, une Émilie, évolution. Voilà, on voit les évolutions. Et puis, dans les bénéfices indirects, ça vous permet, vous, de vous replonger un petit peu dans votre comptabilité et souvent de découvrir que la saisie, quand c'est saisi par un comptable à l'extérieur, n'est pas toujours très cohérente d'une année sur l'autre. Et ça permet des fois de corriger, du coup, et de demander à la comptable de toujours saisir les mêmes charges au même endroit. Et ça rend votre comptabilité plus cohérente et plus lisible. Oui, encore une fois, cette idée de standardiser pour pouvoir mieux lire plus rapidement et aussi prendre en main un peu cette comptabilité et réussir à se l'approprier pour après gérer ses propres évolutions de structure. Donc là, c'est le pollen aussi. Donc toujours, dès qu'il y a moyen d'avoir du stock, il est rentré, donc que ce soit pollen, miel, ou même la cire, il me semble qu'il doit avoir le stock aussi. La propolis, c'est pareil. Qui est rentré. Alors à chaque fois, ça ça rame beaucoup. La connexion dans le Limousin, c'est pas vraiment ça, mais
Donc la cire, produit transformé, quand même, je vais vous montrer. Je passe la cire parce que vu que ça a tendance à bugger, simplement pour vous montrer les éléments les plus indispensables. Donc voilà, la production, le stock encore une fois. Que l'on va avoir. Et donc si on souhaite supprimer, je vais vérifier. Ouais, voilà, donc là ça a été modifié. Aujourd'hui on peut, donc en fait ma remarque de tout à l'heure, c'est tout bon, les modifications on peut les faire sans souci. Hop. Et enfin le miel, donc la quantité. On peut sélectionner par type de miel quand c'est possible. Alors toutes les comptabilités le permettent pas forcément. Mais ça permet d'avoir une idée du stock entier et des types de miel vendus avec, donc on va avoir la liste des miels qui est assez longue, donc normalement il y a à peu près, je pense, tous les miels qui sont représentés. Le conditionnement qui est à rentrer, et là on va avoir le stock de début et de fin. Et juste au-dessus, donc c'est la totalité de miel produit par catégorie. Alors, quand vous n'avez pas forcément le détail de vos miels, eh ben, vous pouvez prendre simplement des grandes catégories. Alors, il y a une catégorie déjà qui est tout type de miel possible, et après, sinon, du fleur d'été ou du fleur de printemps. On va prendre les miels polyfloraux classiques aussi. L'objectif, c'est simplement d'avoir des entrées et d'avoir un suivi de ces stocks. Et donc, une fois que tout ça c'est rempli, on a dans l'onglet visualisation, production, et là on va voir le résumé de l'exploitation, et on va retrouver en fait nos 4 histogrammes de tout à l'heure. Alors, je vais juste dézoomer un chouïa pour pas que l'écriture se... Hop. Donc, on va avoir le premier avec la rémunération. Alors là, elle est à 2 SMIC, mais je pense que... Bon, à voir. Là, elle est à 2 SMIC, mais normalement, c'est 1,5, c'est la rémunération forfaitaire. Sachant que je pense que si elle est à 2 SMIC, c'est parce que l'Institut de l'élevage a prévu de le faire évoluer à 2 SMIC. Ouais. Et c'était là, ça devait se faire... si ça se trouve, c'est fait en fait. Donc je pense que peut-être que sur ProAppi, c'est déjà à 2 SMIC et l'ancienne version, c'était 1,5. D'accord, ouais, c'est ce qui me semblait. Je ne suis pas retournée depuis, mais... Donc voilà. Ensuite, on a la rémunération permise. Donc permise, c'est égal au produit. On a la rémunération réelle et la rémunération souhaitée voilà, qui interviennent. Et donc là, en fait, pour cette exploitation, on peut se dire, oh là là, mais sa rémunération réelle, elle est bien au-dessus de ses produits, mais c'est parce que, à contrario, l'année précédente, elle était bien en deçà de ce qui était possible. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il a pu avoir un suivi. Et là, alors, je sais plus exactement... Mais alors, je sais que donc, sur l'outil Excel, il y a possibilité de mettre les références, et j'avoue que je ne sais pas encore si ça a été établi pour mettre des références sur l'outil, mais l'objectif, en fait, c'est simplement de rajouter 2 histogrammes, là, à droite, et un pour avoir donc les produits de l'année précédente, ou en tout cas notre année qu'on considère de référence, et aussi les charges de cette année de référence, sachant que les charges d'année de référence seront toujours les charges par rapport à la rémunération forfaitaire, donc là, à 2 SMIC. Et ça permet d'avoir une évolution, de voir l'évolution par rapport aux années précédentes, ou tout du moins de notre année de référence. Et donc, à chaque fois, on a voilà, ce fameux coût de production qui entre. Et donc là, on peut voir à combien
Donc là, on a un coût de production à 9,5 à peu près kilos de miel vendu pour l'atelier de production. J'ai une question. Quelqu'un demande à ce qu'on reprécise la rémunération permise. Est-ce que tu peux… Ouais, alors la rémunération permise, c'est simplement égal au produit, au totaux des produits. C'est la rémunération permise. Je peux me rémunérer autant que je gagne en totalité. Mais bien sûr, c'est pas ce qui est fait de base. Et ce qui est important, c'est aussi de garder une rémunération qui permet une marge de sécurité. Donc souvent, en fait, on va avoir une rémunération réelle plus une marge de sécurité qui est égale à la rémunération permise, la plupart du temps. Donc marge de sécurité qui est environ conseillée de 10%. Je sais que je crois, si je dis pas de bêtises, que les banques souhaitent minimum 5%, mais l'idéal c'est 10% pour être sûr d'être bon et de pouvoir s'adapter en fonction des années, quoi. Alors, hop, et donc là, en fait, on peut voir un peu les pôles les plus importants. Donc, sans surprise, c'est le travail qui est le plus important. Ensuite intervient la mécanisation. Et alors là, ça va être kiff-kiff entre frais de transformation et les bâtiments, ouais, à peu de choses près. Voilà. Et souvent, la plupart du temps, sur la quasi-totalité des systèmes, c'est ça, on va avoir dans un premier temps le travail, ensuite intervient la mécanisation avec tout ce qui est carburant, et donc tous les investissements, les amortissements. Et des fois aussi, on va avoir typiquement un atelier élevage assez présent, ça peut être la troisième charge. Alors donc là, ici, sur la colonne de gauche, on va avoir donc la totalité en fait de nos charges et de nos produits rapportés au coût de production. Donc c'est cette colonne-là qui est représentée ici. Et là qu'on peut voir quand on fait glisser, on a à chaque fois l'équivalent coût de production qui est présenté. Et ensuite, sur la colonne de droite, on va avoir un résumé avec l'unité de main-d'œuvre, le total de kilos de miel vendus, le produit de l'atelier apicole sur le nombre total du MO. Et ensuite, on a pareil, donc là, c'est nos 4 histogrammes avec la rémunération permise qu'on a, et la rémunération permise divisée par les kilos de miel. Et là, on va avoir le coût de production. Le rappel au niveau des colonies, avec ce qui est important, c'est le rendement à l'équilibre. Donc là, il faut minimum 24,5 kg de rendement par colonie pour pouvoir assurer un équilibre entre produit et charge. Alors, j'ai à nouveau des questions. Oui. Alors, Tiffany demande si les définitions de rémunération permise, souhaitée, etc. sont mentionnées quelque part dans l'outil, peut-être en introduction, dans un glossaire. Alors, bonne question. Non, on ne va pas l'avoir là. Très bonne question. Voyons. Est-ce qu'on est en visualisation? Alors, je sais il y a normalement cette idée de mettre des petites infos pour expliquer les termes un peu difficiles, ou en tout cas, mais je sais pas si à l'heure actuelle c'est déjà ça n'a pas l'air d'être déjà intégré, mais en tout cas normalement ça a pour objectif en effet. Oui, d'avoir des bulles d'information au survol, et puis donc voilà, ça c'est dans les tuyaux. Quelqu'un demande si le coût de production c'est la même chose que le coût de revient et le prix de revient. Alors, non.
pas exactement, mais alors au niveau des termes, faut juste que je retrouve. Touc, touc, touc. En fait, le coût de production, si je dis pas de bêtises, il y a des éléments qui sont pris en compte que dans le prix de revient. Je crois qu'on doit mettre en regard seulement charges et produits dans les coûts et prix de revient, alors que dans le coût de production, il va y avoir les stocks et les amortissements qui rentrent en compte. Et il me semble que c'est pas forcément pris en compte dans le coût de revient, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a une petite différenciation comme ça sur des éléments en plus qui sont intégrés dans le coût de production. Et alors, j'ai Pascal qui demande une interprétation là, sur l'exemple que tu nous présentes. Ça veut donc dire l'exploitation qu'on voit sur l'année étudiée est donc en perte, en fait, puisqu'en fait, elle a des charges supérieures à ses produits. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu nous disais, c'est que en fait, l'année précédente avait été très bonne et il avait eu un niveau de produits bien supérieur aux charges. Et donc, en fait, il y a un décalage dans le temps dans la rémunération. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est pour ça que là, on a une rémunération qui est bien plus importante parce que, en effet, la plupart du temps, en fait, on va retrouver un peu les histogrammes qu'il y avait au début. On va avoir une rémunération de forfaitaire, donc de SMIC, qui est scalée, et ensuite la rémunération permise, elle est donc équivalent au produit, donc soit au-dessus ou en dessous, et on va avoir la rémunération réelle qui est souvent en deçà de la rémunération permise, et souvent elle n'est pas très loin en fait du total de la rémunération forfaitaire. Et après la rémunération souhaitée, ça elle est à rentrer ou non dans le prévisionnel. Mais l'objectif, en fait, c'est que, par exemple, typiquement, j'ai ma rémunération réelle qui est en dessous de ma rémunération permise. J'ai envie d'augmenter un peu par rapport à ce que je peux me rémunérer. Donc, je rentre ma rémunération souhaitée et je regarde quelle est ma marge de sécurité qui me reste. Donc, ça, c'est un peu l'objectif. Et là, par exemple, sur ce cas-là, je souhaite être rémunérée donc de temps. Comment je fais pour réduire mes charges pour réussir à combler, ou à l'inverse, augmenter mon produit, donc soit augmenter mon nombre de ruches, soit diversifier ma production pour augmenter mes produits et pouvoir atteindre cette rémunération souhaitée. Et pour autant, il reste quand même la question de la trésorerie qui est indépendante de ce calcul de coût de production. Oui. Et qu'il faut bien avoir en tête quand même. Ouais. Oui, c'est un élément essentiel, et en effet, il n'est pas dedans, il n'est pas dans le coût de production. J'ai Étienne qui demande si le nombre de colonies qu'on rentre dans ProAPI, c'est le nombre hiverné ou le nombre mis en production. Eh bien, je crois bien qu'on rentre les deux, si je ne dis pas de bêtises. Tac, 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 on va voir. Gestion d'exploitation. Je crois qu'on a les deux, mais ça doit être les colonies hivernées. Attendez, parce que moi, cet outil, j'utilise surtout en fait l'ancien, l'Excel. Je vais aller regarder, je vais vous dire ça de suite. Alors moi, je peux vous répondre en attendant sur la question la rémunération du capital. Là, j'ai ressorti mes notes. Et donc, en fait, c'est bien ça. Il y a un calcul arbitraire qui est fait à hauteur de 1,5%. Et en fait, on le multiplie aux capitaux propres. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de se dire que donc, on applique ce forfait à la valeur des biens acquis. Donc, par exemple, si vous avez acheté un bâtiment et qu'il est déjà remboursé pour tout ou partie, ça veut dire qu'en fait, vous avez du capital qui est bloqué en fait, dans ce bâtiment, et que ce capital-là, s'il n'était pas bloqué, il aurait été peut-être placé en banque et il aurait rapporté, il y aurait eu une rémunération de ce capital. Et donc, en fait, on prend en compte dans le calcul du coût de production. Et c'est pour ça qu'en apiculture, c'est faible, mais que ça l'est c'est beaucoup plus marqué dans d'autres filières d'élevage. Et donc, c'est en colonie hivernée, de mon côté. Parce qu'en fait, on prend souvent la comptabilité, et vu qu'on se base sur la comptabilité, dans la compta, c'est le nombre de colonies hivernées qui est comptabilisé
la plupart du temps, mais après, rien n'empêche de le faire sur colonie production, mais l'important, c'est de savoir, enfin, ces colonies qui ne produisent pas, elles demandent quand même à être entretenues, et donc c'est important aussi de les avoir en tête et de les intégrer au système. Alors, moi, je vais avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, pour l'instant, je pense qu'on a traité toutes celles qui avaient été indiquées dans le question-réponse. Et alors, si vous voulez, peut-être montrer aussi à quoi ressemble... Alors, il y a Étienne qui dit donc un point d'équilibre à 24 kg la ruche. Alors, c'est hiverné. Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. On va avoir un point d'équilibre pour avoir des produits équivalents aux charges. Alors, il y a Pascal donc, qui demande quand l'outil sera-t-il accessible. Donc, Pascal, comme tu es en région Centre-Val de Loire, en fait, dans le cadre des visites adhérents, on peut tout à fait utiliser cet outil-là. Pour les autres régions, je laisserai, alors Tiffany est parmi nous, je crois, donc pour la Bretagne, elle pourra répondre si elle le souhaite. Et puis, Pays de Loire, il faut prendre contact avec Adriane qui vous dira comment ça peut se faire. Et voilà, l'autre question, c'est le même sujet. Et si vous voulez, je peux vous montrer un peu l'outil de base, l'ancien. Donc en fait, on est parti sur cet Excel HC chargé où on rentre les données de l'exploitant, donc les fameuses colonies hivernées. On met malgré tout celles qui sont en production de miel et gelée royale si besoin de faire le distinguo. On rentre donc le nombre d'exploitants. Et voilà. Et après, on pouvait rentrer aussi la répartition du temps de travail. Donc, c'est les onglets qu'on voit dans l'outil. Et donc, l'objectif, c'est de remplir uniquement celles qui sont de couleur jaune. Hein. C'est le même principe que pour ceux qui connaissent l'outil prévisionnel de l'ADA Aura. Et donc, voilà, on retrouve de nouveau nos charges opérationnelles et de structure. On a nos investissements. Tac. On rentre s'il y a des prêts qui ont été notés. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, donc il y a les subventions et prêts qui sont possibles. Et donc là, on va avoir notre produit, où on a notre stock de début, notre stock de fin, la production en saison, la commercialisation, etc. Et donc là, élevage, gelée royale, pollen, cire, propolis était déjà intégré, sur la pollinisation, produits transformés et les fameuses subventions d'exploitation. Donc, toutes les subventions à l'investissement ne sont pas comptabilisées. Et là, on a un récap des colonies. Oui. Je pense que là, tu nous as convaincus que l'outil Pro à pied était beaucoup plus agréable à regarder. oui, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Et après, on a cette édition voilà, qui en fait, mais c'est beaucoup moins sexy en effet que l'outil. Et c'est l'objectif, c'est que l'outil Pro API soit beaucoup plus avenant et surtout utilisable seul. Voilà. Et alors, ça me permet de rebondir sur la question de Tiffen en Bretagne, qui demande en fait si on sait si un jour cet outil sera en libre accès pour les apiculteurs et si oui, quand. Et j'avoue que moi, je ne fais pas partie du groupe de travail, donc je ne sais pas répondre. Alors, quand, je ne sais pas du tout. Je sais que c'est vraiment une volonté, donc le faire dès que possible. Mais pour le moment, on n'a pas encore suffisamment la main et c'est Alexandre qui gère tout ça à l'ITSAP. Donc, au niveau de temps de travail, il faut que ça puisse gérer pour, en fait, une fois que ça sera ouvert à tous, il faudra que le forum soit vraiment suivi pour pouvoir répondre aux attentes et aux demandes des utilisateurs au tac au tac. Donc, bon, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça sera établi.
Oui, parce qu'en fait, il y a d'une part, on a besoin de faire encore un certain nombre de saisies pour finir de Fignoler, ouais, et fignoler. adapter Enfin, voilà, vous comme avez il vu, c'est faut. déjà Ouais. un superbe outil, mais on tombe encore des fois sur des petites améliorations à apporter. Et puis ensuite, si on le met, enfin, quand l'ITSAP le mettra en ligne, ça sera vraiment un outil clé en main, et il faut que voilà, l'accompagnement soit là aussi pour répondre à vos questions. Vous aurez eu cette première présentation, déjà ça aide, mais voilà, quelqu'un qui n'a jamais eu de présentation et qui se lance directement sur une saisie dans l'outil, il faut qu'on puisse aussi l'accompagner dans ces questions, les petits blocages, etc. Il n'y a rien de plus agaçant que d'avoir un outil qui répond a priori aux attentes et qu'on n'arrive pas à utiliser, ou on ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'on bloque sur quelques détails. Mais c'est promis, on vous mettra l'information, enfin, en tout cas moi pour les adhérents de l'ADAPIC, dans la newsletter avec le lien et tout, dès que ça sera accessible. Mais voilà, en solution intermédiaire, pour l'instant, on peut l'utiliser lors des visites d'adhérents. Alors Pascal qui dit, ça pourrait être intéressant d'avoir un lien avec l'outil prévisionnel pour voir les écarts. C'est-à-dire, je pense que Pascal, ce que tu veux dire, c'est que quand on a construit son prévisionnel et que ça y est, on met en route l'installation, qu'on est à 2-3 ans de l'installation, de mettre en parallèle le coût de production pour voir entre ce qu'on avait prévu et la réalité. Oui, ça peut être aussi intéressant. Oui, en effet, je ne sais pas comment le lien pourrait être établi, mais en tout cas, en les liant directement, parce que sinon, on peut simplement les mettre en regard l'un de l'autre. Mais Ok, ça je note, on fera remonter au groupe de travail qui suit ces outils. Et puis, il y a Pierre-François. Concernant l'outil prévisionnel pour les nouvelles installations qui a été évoqué en citant la DAORA, comment est-il accessible? Alors, je suis désolée, je réponds encore pour la région Centre-Val de Loire. Même principe, moi, je me suis formée sur cet outil et au moment des visites adhérents, ça peut être une des propositions. On peut passer la demi-journée de visite adhérents à commencer à faire un prévisionnel avec l'outil. Là, c'est un fichier Excel pour l'instant avec plein d'onglets et en fait, on le construit, on peut le construire ensemble au départ et puis après, je vous laisse et vous continuez de votre côté. Et puis, je laisse Tiffany, si tu veux, toi, préciser les choses pour la Bretagne. Et puis, pour Pays-Loire, comme Adrienne n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, vous lui posez la question par mail. Alors, j'ai plus d'autres nouvelles questions. J'espère que j'en ai pas oublié dans la longue liste de vos contributions. Voilà, quelques participants commencent à nous quitter. Il est 13h37, donc super, on est vraiment dans les temps. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est je vais vous mettre dans la discussion l'adresse mail de l'ADAPIC. Et puis, voilà, s'il y avait des questions et que vous voulez qu'on essaye d'y répondre ou de vous transférer vers une autre ADA, et ben, on pourra le faire comme ça. bon, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. J'espère que ça n'a pas été trop barbant. Souvent, le coût de production, ça peut faire un peu peur. Parce qu'on se dit, oh là là, ça va être long, mais en fait, c'est vraiment un super outil. Et une fois qu'on a tout en main, on peut aller plus loin, quoi. Et c'est chouette de savoir, de l'avoir en main, quoi. Donc, faut pas avoir peur. Et puis, ouais, les techniciens des ADA sont là aussi pour vous accompagner là-dessus, sur la prise en main de cet outil. Alors, j'ai encore quelques questions. Élise qui demande si, en dehors de l'outil ProAPI, on a des éléments chiffrés sur les coûts de production moyens par catégorie de produits. Alors, moi, je pense aux cas types et aux cas concrets du réseau d'exploitation référence. Donc, là, c'est à nouveau un travail de l'Institut technique en réseau avec toutes les ADA. Et donc, dans chaque région, on collecte chaque année des données technico-économiques sur des exploitations de référence. On les compile pour aboutir à ce qu'on appelle des cas types ou des cas concrets. Donc, il y a des versions courtes qui sont disponibles. Alors, soit sur le site de l'Institut, de l'ITSAP, soit pour la région Centre, vous le trouverez sur notre site internet dans l'onglet informations techniques et documentation. Et ensuite, si vous voulez les cas types et les cas concrets complets, ils sont en vente et c'est
pour la région Centre, c'est sur la même page. Et sinon, ils sont accessibles soit auprès de vos ADA, soit à l'Institut technique. Et après, donc ça, ces enquêtes, souvent, il y a un petit délai avant de les mettre en cas type et cas concret. Donc, l'objectif, là, on doit en établir de nouveaux, d'en éditer de nouveaux. Donc, ça ne devrait pas tarder à se renflouer parce que je crois que ça commence à dater un petit peu, là, les chiffres qu'on a. Ça dépend, parce qu'en fait, je crois. Ouais, l'Institut et le groupe de travail en sort un cas tous les ans, tous les 2 ans, en compilant parfois 5-6 années de données technico-économiques. Ça prend un peu c'est quand même un travail assez conséquent. Oui, c'est un travail. Il y a un planning prévisionnel, je crois, sur les 3 prochaines années déjà pour de nouveaux cas types. Oui, c'est ça. Jusqu'à 2025, ça a été fait. Ouais, je sais qu'il y a un cas type élevage qui doit voir le jour aussi. Donc, avec vraiment au moins 50% de l'atelier en élevage. Voilà, tu as des remerciements des participants. Certains ont hâte de l'utiliser. Voilà. Ah bah super. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à participer au prochain webinaire. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien pour vous inscrire. Je le mets dans la discussion. C'est Adrienne des Pays de Loire qui nous a fait un récap. Alors, ça ne marche pas. Voilà, je vous ai mis ça dans la discussion si certains seront intéressés pour suivre les prochains. Merci à tous et puis je pense qu'on va mettre fin au webinaire. Mais merci à toi, Lucille, pour merci beaucoup. L'intervention. Avec plaisir. Et à bientôt. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.